Niveau de notre Lucy Tower, que je me trouve là, avoir prise comme exemple, sous un certain biais, de ce que j'appellerais les facilités de la position féminine, ce terme facilité ayant une portée ambiguë, quant à son rapport au désir. Disons que ce que je formulais consistait dans cette sorte de moindre implication qui, à quelqu'un dans la position psychanalytique, lui a permis d'en raisonner, disons, pour nous, dans son article dit article sur le contre-transfert, sinon plus sainement, du moins plus librement. Il est certain, si vous lisez ce texte, que c'est dans la mesure où, par ce que j'appellerais son autocritique interne, elle s'est aperçue, par l'effet de ce qu'elle appelle, ici assez sainement, son contre-transfert, elle a négligé quelque chose de ce qu'on pourrait appeler la juste appréciation ou axation du désir de son patient, que, sans qu'elle nous livre à proprement parler ce qu'elle lui a dit à ce moment-là, car elle ne nous dit rien d'autre sinon qu'elle est revenue une fois de plus sur les exigences transférentielles de ce patient, mais en lui mettant les choses au point. Donc, elle n'a pu, en ce faisant, que lui donner l'impression qu'elle était sensible à ce dont elle-même vient de faire la découverte, à savoir que ce patient, somme toute, s'occupe beaucoup plus de sa femme, et plus ménager de ce qui se passe à l'intérieur du cercle conjugal qu'elle ne l'avait soupçonné. Il semble bien que de ce fait, nous ne pouvons là que nous fier à elle, car c'est ainsi qu'elle s'exprime, que le patient ne peut à cette occasion que traduire cette rectification en ces termes qui sont ceux de Littauer elle-même, qu'en somme, son désir à lui, le patient, est beaucoup moins dépourvu de prise qu'il ne croyait sur sa propre analyse. Qu'effectivement, il n'est pas exclu que cette femme qui est son analyste, enfin, il ne puisse jusqu'à un certain point en faire quelque chose. La courber, to stoop en anglais, She Stoops to Conquer, c'est un titre d'une comédie de Sheridan. De la courber à son désir. C'est tout témoin en propres termes ce que Lucy Tower nous dit. Ceci ne veut pas dire, bien sûr, elle nous le souligne également, qu'il soit un seul instant question que ceci se produise. Elle est, à cet égard, comme elle nous dit, très suffisamment sur ses gardes.
Ce n'est pas un bébé. D'ailleurs, quand une femme l'est-elle? En tout cas, to ward off, c'est le terme qu'elle emploie. Elle est bien sur ses gardes. Mais la question n'est pas là. Par cette intervention, cette rectification, qui apparaît à l'analyser ici comme concession, comme ouverture, le désir du patient est vraiment remis à sa place. Ce qui est bien toute la question, c'est que cette place n'a jamais pu la trouver. C'est ça, sa névrose d'angoisse. Ce qu'elle rencontre à ce moment-là, c'est, nous l'avons dit la dernière fois, ce déchaînement. Alors, chez le patient, n'était pas, c'est pour ça, c'est pas mal que je revienne un tout petit peu. Puis vous n'avez pas lu le texte, ça m'ennuie, mais vous l'avez lu. Ah ben tant mieux. Ce déchaînement chez le patient qui est ce qu'elle exprime, à savoir, à partir de ce moment-là, je suis sous une pression qui veut dire que je suis scrutinisé, comme on dit en anglais, scrutinized, d'une façon qui me donne le sentiment que je ne peux pas me permettre le moindre écart. Si ce sur quoi je suis en quelque sorte mis à l'épreuve, petit morceau par petit morceau, il apparaît seul instant que je ne suis pas en mesure d'en répondre, eh bien, c'est mon patient qui, lui, va s'en aller en 1000 morceaux. Ayant donc, elle, cherché le désir de l'homme, ce qu'elle rencontre comme réponse, c'est pas la recherche de son désir à elle, c'est la recherche de petit a, de l'objet, du vrai objet, de ce dont il s'agit dans le désir, qui n'est pas l'autre grand A, qui est ce reste, le petit a, le vrai objet. C'est là qu'est la clé, qu'est l'accent de ce que je veux aujourd'hui, entre autres choses, vous démontrer. Qu'elle soutienne cette recherche. C'est ce qu'elle appelle elle-même avoir, plus qu'elle ne croyait, de masochisme. Là, je vous dis cela parce qu'elle l'écrit, entendez bien qu'elle se trompe. Elle n'est pas du tout faite pour entrer dans le dialogue masochiste, comme son rapport avec l'autre patient, l'autre mâle, qu'elle loupe si bien, vous allez le voir, le démontre suffisamment. Simplement, elle tient très bien le coup, malgré que ce soit épuisant, qu'elle n'en peut plus, comme je vous l'ai dit la dernière fois, aux approches de ses vacances. Heureusement, les vacances sont là, et comme je vous l'ai dit, de la façon qui est pour elle aussi surprenante qu'amusante, amusingly, dans sa soudaineté, suddenly, s'aperçoit qu'après tout ça, à partir du moment où ça s'arrête,
ça ne dure pas très longtemps. Elle s'ébroue et pense à autre chose. Pourquoi? C'est qu'après tout, elle sait très bien qu'il peut toujours chercher, qu'il n'a jamais été question qu'il trouve. C'est justement de cela qu'il s'agit, c'est qu'ils s'aperçoivent qu'il n'y a rien à trouver. C'est ce qu'elle exprime elle-même. Est-ce qu'on m'entend? Non. Qui ne m'entend pas? Ça, c'est très embêtant. Enfin, un petit peu quand même, non? Qu'il n'y a rien à trouver. Il n'y a rien à trouver. Parce que ce qui, pour l'homme, pour le désir mâle, dans l'occasion, est l'objet de la recherche, ne le concerne, si je puis dire, que lui. C'est ça l'objet de ma leçon d'aujourd'hui. Ce qu'il recherche, c'est moins fi. C'est, si je puis dire, ce qui lui manque à elle. C'est une affaire de mâle ou d'homme. Elle sait très bien, laissez-moi dire, et ne vous emballez pas, elle sait très bien qu'il ne lui manque rien. Ou plutôt, nous y reviendrons tout à l'heure, le mode sous lequel le manque joue dans le développement féminin n'est pas à situer à ce niveau-là où il est cherché par le désir de l'homme quand il s'agit proprement, et c'est pour cela que je l'ai accentué d'abord, de cette recherche sadique, faire jaillir ce qui doit être à la place chez le partenaire, à la place supposée du manque. C'est de cela qu'il faut qu'il fasse son deuil. Je dis cela parce que dans le texte, elle articule fort bien que ce qu'ils ont fait ensemble, c'est ce travail du deuil. Une fois qu'il en a fait son deuil de cette recherche, à savoir de trouver dans cette occasion, dans son partenaire, en tant qu'elle s'est posée elle-même, sans trop savoir, il faut bien le dire, ce qu'elle faisait comme un partenaire féminin, quand il a fait son deuil de trouver chez ce partenaire son propre manque moins fi, la castration primaire, fondamentale de l'homme tel que je voulais désigner au niveau, remarquez-le, ici, de sa racine biologique, des particularités de l'instrument de la copulation à ce niveau de l'échelle animale, quand il en a fait son deuil, c'est Lucy Tower qui nous l'a dit, tout va bien marcher, c'est-à-dire qu'on va, avec ce bonhomme qui n'a jamais jusque-là atteint ce niveau, pouvoir rentrer dans ce que vous me permettrez à l'occasion d'appeler la comédie édipienne. En d'autres termes, on va pouvoir commencer à rigoler, c'est papa qui a fait tout ça. Car c'est en fin de compte de ça qu'il s'agit, comme on le sait depuis longtemps, rappelez-vous Jones, et le moralische Entgegenkommen, la complaisance à l'interruption morale,
si il est castré, c'est à cause de la loi. On va jouer la comédie de la loi, on y est autrement à l'aise, c'est bien connu et c'est repéré. Bref, voici le désir de notre bonhomme qui prend les routes toutes tracées. Par quoi? Justement par la loi, démontrant une fois de plus que la norme du désir et la loi sont une seule et même chose. Est-ce que je me fais assez entendre? Pas assez, car je n'ai pas dit la différence. Ce qu'il y avait avant et ce qui est franchi à ce niveau comme étape et grâce à ce deuil. Ce qu'il y avait avant, c'était à proprement parler la faute. Il portait tout le fait, tout le poids de son moins-fi. Il était, rappelez-vous, l'usage que j'ai fait en son temps du passage de Saint-Paul, il était démesurément pécheur. Je fais donc le pas de plus. La femme n'a bien, vous le voyez, aucune peine, disons jusqu'à un certain point, aucun risque à rechercher ce qu'il en est du désir de l'homme. Et je ne peux pas moins faire à cette occasion que de vous rappeler le passage célèbre du texte attribué à Salomon, que j'ai cité depuis longtemps, avant ce séminaire, que je vous donne ici en latin où il prend toute sa saveur. Tria sunt difficilia mihi, dit-il, le roi de la sagesse. Et quartum penitus ignoro. Il y a 4 choses sur lesquelles je ne peux rien dire, parce qu'il n'en reste aucune trace. Via maquile in celo, celle du sillage de l'aigle dans le ciel, celui du serpent sur la terre, celui du navire dans la mer, et viam viri in adolescentula. Et la trace de l'homme, l'accent est mis, même sur la petite fille. Aucune trace. Il s'agit là du désir. Et non pas de ce qu'il advient quand c'est l'objet comme tel qui se met en avant. Ça laisse donc de côté les effets sur l'adolescentula de bien des choses, à commencer par l'exhibitionniste et derrière la scène primitive. Mais c'est d'autres choses qu'il s'agit. Alors, où prendre les choses pour concevoir ce qu'il en est chez la femme de ce chose que nous soupçonnons aussi. Elle a son entrée vers le manque. On nous enroba assez les oreilles avec l'histoire du pénis night. C'est ici que je crois nécessaire d'accentuer la différence. Bien sûr que pour elle, il y a aussi constitution de l'objet petit a du désir, puisqu'il se trouve que les femmes parlent, elles aussi. On peut le regretter, mais c'est un fait. Elle veut donc, elle aussi,
l'objet, et même un objet en tant qu'elle ne l'a pas. C'est bien ce que Freud nous explique, que pour elle, cette revendication du pénis restera jusqu'à la fin essentiellement liée au rapport à la mère, c'est-à-dire à la demande. C'est dans la dépendance de la demande que se constitue cet objet, petit a, pour la femme. Elle sait très bien, enfin, si j'ose dire, quelque chose sait en elle, que dans l'Édipe, ce dont il s'agit, ce n'est pas d'être plus forte, plus désirable que la mère. Cela, dans le fond, elle s'avise assez vite que le temps travaille pour elle. C'est d'avoir l'objet. L'insatisfaction foncière dont il s'agit dans la structure du désir est, si je puis dire, pré-castrative. S'il arrive qu'elle s'intéresse comme telle à la castration, moins fille, c'est pour autant qu'elle va entrer dans les problèmes de l'homme. C'est secondaire, c'est deutérophallique, comme avec beaucoup de justesse l'a articulé Jones, et c'est là autour de quoi tourne toute l'obscurité du débat, en fin de compte jamais dénoué, sur ce fameux phallicisme de la femme, débat dans lequel, je dirais, tous les auteurs ont également raison, faute de savoir où est véritablement l'articulation. Je ne prétends pas que vous allez la garder soutenue, présente et vive et repérable tout de suite dans votre esprit, mais j'entends vous menez là tout autour par assez de chemin pour que vous finissiez par savoir là où ça passe et là où on fait un saut quand on théorise. Pour la femme, c'est initialement ce qu'elle n'a pas comme tel qui va devenir, qui constitue au départ l'objet de son désir. Alors qu'au départ, pour l'homme, c'est ce qu'il n'est pas, c'est là où il défaille. Pour cela que je vous ai fait vous avancer par cette voie du fantasme de Don Juan. Le fantasme de Don Juan. Et c'est en cela qu'il est un fantasme féminin, c'est ce vœu chez la femme d'une image qui joue sa fonction fantasmatique, qu'il y en a un d'homme, qu'il l'a d'abord, ce qui est évidemment, vu l'expérience, une méconnaissance évidente de la réalité. Mais bien mieux encore, qu'il l'a toujours, qu'il ne peut pas le perdre. Ce qui implique justement la position de Don Juan dans le fantasme, c'est qu'aucune femme ne peut le lui prendre. C'est ce qui est essentiel. Et c'est évidemment, c'est pour cela que je dis que c'est un fantasme féminin. Ce qu'il a dans cette occasion de commun avec la femme, à qui bien sûr on ne peut pas le prendre puisqu'elle ne l'a pas. Ce que la femme voit dans l'hommage du désir masculin, c'est que cet objet, disons-le, soyons prudents, devienne de son appartenance. Ceci ne veut rien dire de plus
que ce que je viens auparavant d'avancer, qu'il ne se perde pas. Le membre perdu d'Osiris, tel est l'objet de la quête et de la garde de la femme. Le mythe fondamental de la dialectique sexuelle entre l'homme et la femme est là par toute une tradition suffisamment accentuée. Et aussi bien que l'expérience psychologique, entre guillemets, au sens qu'a ce mot dans les écrits de Paul Bourget, de la femme ne nous dit pas qu'une femme pense toujours qu'un homme se perd, s'égare avec une autre femme. Don Juan l'assure qu'il y a un homme qui ne se perd en aucun cas. Évidemment, il y a d'autres façons privilégiées, typiques, de résoudre ce difficile problème du rapport au petit A pour la femme. Un autre fantasme, si vous voulez. Mais à la vérité, ça ne coule pas de source. Ce n'est pas elle qui l'a inventé. Elle le trouve ready-made. Bien sûr, pour s'y intéresser, il faut qu'elle ait, si je puis dire, une certaine sorte d'estomac. Envisage, si je puis dire, là, dans l'ordre du normal, ce type de rude baiseuse dont sainte Thérèse d'Avila nous donne le plus noble exemple et dont l'accès, lui plus imaginaire, nous est donné par le type de l'amoureuse de prêtre. Un cran encore, l'érotomane. Leur nuance, leur différence, et si je puis dire, du niveau où se collabent le désir de l'homme avec ce qu'il représente de plus ou moins imaginaire comme entièrement confondu avec le petit A. Je fais allusion à sainte Thérèse d'Avila. J'aurais pu parler aussi de la bienheureuse Marguerite Marie Alacoque. Elle a l'avantage de nous permettre de reconnaître la forme même du petit A dans le Sacré-Cœur. Pour l'amoureuse de prêtre, il est certain que c'est dans la mesure où quelque chose dont nous ne pouvons pas dire tout nûment, tout crûment que c'est la castration institutionnalisée qui suffit à l'établir. C'est tout de même dans ce sens, vous allez le voir, que nous allons nous avancer, que le petit A comme tel est mis en avant, parfaitement isolé, proposé comme l'objet élu de son désir. Pour l'érotomane, pas besoin que le travail soit préparé, elle le fait elle-même. Et nous voilà donc ramenés au problème précédent, à savoir ce que nous pouvons articuler des rapports de l'homme, c'est lui seul, qui peut nous en donner la clé du rapport de ces divers petits tas tels qu'ils se proposent ou s'imposent, ou dont on plus ou moins dispose, par rapport à ce qui ne se discerne, se définit et se distingue comme tel, c'est-à-dire donnant son dernier statut à l'objet du désir,
dans ce rapport à la castration. Vous demanderez de revenir un instant à mon stade du miroir. Autrefois, on passait un film qui avait été fait quelque part en Angleterre. C'est une école spécialisée dans son effort pour faire coller ce que pouvait nous donner l'observation de l'enfant par rapport à la génétique psychanalytique. La valeur de ce document était d'autant plus grande qu'elle était faite vraiment, cette observation, cette prise de vue sans la moindre idée préconçue. Il s'agissait, parce qu'on avait couvert tout le champ de ce qui peut s'observer, de la confrontation du petit baby, mâle et femelle, avec le miroir, s'y confirmait pleinement, d'ailleurs, les dates initiales et terminales que j'y avais données. Je me souviens que ce film est une des dernières choses qui a été présentée à la Société psychanalytique de Paris avant que nous nous en séparions. La séparation était fort proche et on ne l'a peut-être regardé à ce moment-là qu'avec un peu de distraction. J'avais, je vous assure, toute ma présence d'esprit et je me souviens encore de cette image saisissante qui représentait la petite fille confrontée au miroir. S'il y a quelque chose qui illustre cette référence au non spécularisable, qui illustre, qui le matérialise, concrétise, cette référence au non spécularisable que j'ai mise en avant l'année dernière, c'est bien le geste de cette petite fille, cette main qui passait rapidement sur le gamma de la jonction du ventre et des deux cuisses, comme en une espèce de moment de vertige devant ce qu'elle voit. Le petit garçon, lui, pauvre couillon, regarde le petit robinet problématique. Il se doute vaguement qu'il y a là une bizarrerie. Lui, il faut qu'il apprenne à ses dépens, vous le savez, que si l'on peut dire, ce qu'il a là, ça n'existe pas. Je veux dire, auprès de ce qu'a papa, de ce qu'ont les grands frères, etc., vous connaissez toute la première dialectique de la comparaison. Il apprendra ensuite, non seulement ça n'existe pas, mais que ça ne veut rien savoir. Plus exactement, que ça n'en fait qu'à sa tête. Pour tout dire, ce n'est que pas à pas, dans son expérience individuelle, qu'il doit apprendre à le rayer de la carte de son narcissisme, justement pour que ça puisse commencer à servir à quelque chose. Je ne dis pas que ce soit si simple, ce serait vraiment insensé de me l'attribuer. Bien sûr, naturellement aussi que, si je puis dire, plus on l'enfonce, plus ça remonte à la surface. Et en fin de compte, que ce jeu-là, je ne fais là que vous donner une indication, mais enfin une indication qui rejoindra, je pense, assez ce qu'on a pu vous indiquer de la structure fondamentale de ce qu'on appelle ridiculement la perversion, que ce jeu-là, c'est le principe de l'attachement homosexuel. L'attachement homosexuel, c'est je joue à qui perd gagne. À chaque instant dans l'attachement homosexuel, c'est cette castration qui est en jeu, et cette castration qui l'assure, l'homosexuel, que c'est bien ça,
le moins fi qui est l'objet du jeu. C'est dans la mesure où il perd qu'il gagne. Alors, j'en viens à illustrer ce qui, à mon étonnement, a fait problème la dernière fois dans mon rappel du pot de moutarde. Un de mes auditeurs particulièrement attentif m'a dit « ça allait bien ce pot de moutarde ». Tout au moins nous étions un certain nombre, nous en offensions pas trop. Mais voilà que vous réintroduisez maintenant la question du contenu. Vous le remplissez à moitié. Avec quoi? Allons-y donc. Le moins fi, c'est ça, le vide du vase. Le même qui définit l'homo faber. Si la femme, nous dit-on, primordialement est une tisserande, c'est l'homme, assurément, qui est le potier. C'est même le seul biais par où se réalise dans l'espèce humaine le fondement de la ritournelle, par où nous dit-on le fil est pour l'aiguille comme la fille pour le garçon. Espèce de référence qui se prétend naturelle. Elle n'est pas si naturelle que ça. La femme, bien sûr, se présente avec l'apparence du vase. Et évidemment, c'est ce qu'il trompe, le partenaire. L'homo faber en question, le potier. Il s'imagine que ce vase peut contenir l'objet de son désir. Seulement, voyez bien où ça nous conduit. C'est inscrit dans notre expérience, on l'a éplé pas à pas, et c'est ce qui ôte à ce que je vous dis, toute espèce d'apparence de déduction, de reconstruction. On s'est aperçu de la chose, sans du tout partir du bon endroit dans les prémices, mais on s'en est aperçu bien avant de comprendre ce que ça voulait dire. La présence fantasmatique du phallus, j'entends du phallus d'un autre homme au fond de ce vase, est un objet quotidien de notre expérience analytique. Il est bien clair que je n'ai pas besoin de revenir une fois de plus à Salomon pour vous dire que cette présence est une présence entièrement fantasmatique. Bien sûr, il y a des choses qui se trouvent dans ce vase et fort intéressantes pour le désir. L'œuf, par exemple. Mais enfin, celui-là, il vient de l'intérieur et nous prouve que si vase il y a, il faut un tant soit peu compliquer le schéma. Bien sûr, l'œuf peut trouver avantage aux rencontres que prépare le malentendu fondamental. Je veux dire qu'il n'est pas inutile qu'il y rencontre le spermatozoïde, mais après tout, la parthénogénèse future n'est pas exclue, et en attendant, l'insémination peut prendre de toute autre forme. C'est, si je puis dire, au reste, dans l'arrière-boutique que se trouve le vase, l'utérus, dans cette occasion véritablement intéressant. Il est intéressant objectivement, il l'est aussi psychiquement au maximum. Je veux dire que dès que la maternité est là, elle suffit largement à investir tout l'intérêt de la femme, et qu'au moment de la grossesse, toutes ces histoires de désir de l'homme deviennent, comme chacun sait,
légèrement superfétatoire. Alors, venons-en, puisqu'il faut le faire, à notre pot de l'autre jour, à notre honnête petit pot des premières céramiques, et identifions-le à moins fin. Laissez-moi, pour la démonstration, mettre ici un instant dans un petit pot voisin ce qui, pour l'homme, peut se constituer comme petit a l'objet du désir. C'est un apologue. Cet apologue est destiné à accentuer que petit a, l'objet du désir, pour l'homme n'a de sens que quand il a été reversé dans le vide de la castration primordiale. Ceci ne peut donc se produire sous cette forme, c'est-à-dire constituant le premier nœud du désir mâle avec la castration, qu'à partir du narcissisme secondaire, c'est-à-dire au moment où petit a se détache, tombe de I de petit a, l'image narcissique. Il y a là ce que j'appellerais, l'indiquant aujourd'hui pour y revenir, et au reste, je pense que vous vous en souvenez, n'introduisant ici rien que je n'ai déjà accentué, un phénomène qui est le phénomène constitutif de ce qu'on peut appeler le bord. Comme je vous l'ai dit l'année dernière à propos de mon analyse topologique, il n'y a rien de plus structurant de la forme du vase que la forme de son bord, que la coupure où il s'isole comme vase. Dans un temps lointain, où s'ébauchait la possibilité d'une véritable logique refaite selon le champ psychanalytique. Elle est à faire, encore que je vous en ai donné plus d'une amorce, grande et petite logique, je dis logique, non dialectique. Au temps où quelqu'un comme Imre Hermann avait commencé de s'y consacrer, d'une façon certes très confuse, faute de toute articulation dialectique, mais enfin, ceci a été ébauché, le phénomène qu'il qualifie de Randbevorzugung, d'élection, de préférence du champ phénoménal analytique pour les phénomènes de bord, avait été déjà, j'y reviendrai devant vous, par cet auteur articulé. Ce bord du petit pot, du pot de la castration, est un bord, lui, tout rond, si je puis dire, bien honnête. Il n'a aucun de ces raffinements de complications où je vous ai introduit avec la bande de Möbius, et qu'il est si facile d'ailleurs, comme je vous l'ai montré, je pense que vous vous en souvenez une fois au tableau, de réaliser avec un vase tout à fait matériel. Il suffit de faire ce conjoint aux deux points opposés de son bord en retournant en route les surfaces de façon à ce qu'elles se joignent comme dans le ruban de Möbius, et nous nous trouvons
devant un vase dont, d'une façon surprenante, on passera avec la plus grande aisance de la face interne à la face externe sans avoir jamais à franchir le bord. Ça se produit au niveau des autres petits pots. Et c'est là que commence l'angoisse. Bien sûr qu'une pareille métaphore ne peut pas suffire à reproduire ce qu'il y a à vous expliquer, mais que ce petit pot originel ait le plus grand rapport avec ce dont il s'agit concernant la puissance sexuelle, avec le jaillissement intermittent de sa force, c'est tout ce que je pourrais appeler une série d'images, facile à mettre devant vos yeux, d'une érotopropédeutique, voire même à proprement parler d'une érotique, rend tout à fait facile d'accès. Une foule d'images de ce titre, chinoises, japonaises et autres, et j'imagine pas difficile à retrouver non plus dans notre culture, vous en témoignerez. Ce n'est pas ça qui est angoissant. Que le transvasement ici nous permette de saisir comment le petit A prend sa valeur, peut venir dans le pot du moins fin, prend sa valeur d'être ici moins petit A, le vase à demi vide, en même temps qu'il est à demi plein, c'est ce que je vous ai dit la dernière fois. Il est évident que pour être vraiment complet dans mon image, il faut que je souligne que ce n'est pas le phénomène du transvasement qui est essentiel, c'est le phénomène auquel je viens de faire allusion de la transfiguration du vase. C'est-à-dire que ce vase-là devient angoissant. Pourquoi? Parce que ce qui vient à demi remplir le creux constitué de la castration originelle, c'est ce petit A. En tant qu'il vient d'ailleurs, qu'il n'est supporté, constitué que par l'intermédiaire du désir de l'autre. Et c'est là que nous retrouvons l'angoisse et la forme ambiguë de ce bord qui, tel qu'il est fait au niveau de l'autre vase, ne nous permet de distinguer ni intérieur ni extérieur. L'angoisse, donc, vient se constituer, prendre sa place dans un rapport au-delà de ce vide, d'un temps premier, si je puis dire, de la castration. Et c'est pour cela que le sujet n'a qu'un désir quant à cette castration première, c'est d'y retourner. Je vous parlerai, après l'interruption que nous allons avoir, longuement du masochisme. Et il n'est pas, bien entendu, question que je l'aborde aujourd'hui. Si vous voulez vous y préparer à m'entendre là-dessus, je donne maintenant, c'est lapsus de ma part si je ne l'ai pas fait plus tôt, car j'avais commencé de vous en parler, l'indication d'un article précieux entre tous, parce que nourri de l'expérience la plus substantielle,
C'est l'article qui est bien un de ceux à propos duquel je peux le plus me désoler que les circonstances m'aient privé de sa collaboration. C'est l'article de Grunberger, Esquisse d'une théorie psychodynamique du masochisme, dans le numéro d'avril-juin 1954, numéro 2 du tome 18 de la Revue française de psychanalyse. Je ne sache pas que même ailleurs on ait fait à cet article le sort qu'il mérite, sauf fait qu'il est paru à l'ombre des fastes de la fondation de l'Institut de psychanalyse. À quoi cet oubli soit dû, je ne chercherai point à en trancher. Mais vous y verrez, ce n'est pas là du tout le dernier mot, vous y verrez noté, je ne l'invoque ici que pour vous montrer tout de suite le prix du matériel qu'on peut y prendre, vous y verrez noté au point du jour le jour de l'observation de la séance analytique, comment le recours à l'image même de la castration, à ce que je voudrais qu'on me les coupe, peut venir comme issue apaisante, salutaire, à l'angoisse du masochisme. Ce n'est pas là, je le souligne, phénomène qui soit le dernier mot de cette complexe structure. Mais aussi bien ai-je là-dessus assez amorcé ma formule pour que vous sachiez que je vise à cette occasion. Je veux dire, quant au lien de l'angoisse au masochisme, en un point tout à fait différent de ce point intérieur à ce que je pourrais appeler l'émoi momentané du sujet. Ce n'est qu'une indication que j'y trouve. Mais ce temps de la castration, en tant que le sujet y retourne, en tant qu'il devient un point de sa visée, nous ramène à ce que j'ai déjà accentué à la fin d'un de mes séminaires derniers concernant la circoncision. Je ne sais pas où vous en êtes du commentaire que vous poursuivez de totem établi. Et si ceci vous amène encore à aborder Moïse et le monothéisme, je pense que vous ne pouvez faire que d'y venir et d'y être alors frappé de l'escamotage total du problème, pourtant structurant s'il en est, s'il faut trouver au niveau de l'institution mosaïque quelque chose qui reflète le complexe culturel inaugural, de savoir quelle fut sur ce point la fonction de l'institution de la circoncision. Vous devez apercevoir qu'en tout cas, il y a quelque chose dans cette ablation du prépuce que vous ne pouvez pas manquer de rapprocher de ce drôle de petit objet tortillé que je vous ai un jour fait filer entre les mains, matérialisé, pour que vous voyez comment ça se structure, une fois réalisé sous la forme d'un petit bout de carton. Ce résultat de la coupure centrale, est-ce que je vous ai ici illustré, incarné de la forme du cross-cap, pour vous montrer en quoi cet isolement de quelque chose qui se définit justement comme une forme incarnant comme telle le non spécularisable peut avoir affaire
avec la constitution, l'autonomie du petit a de l'objet du désir. Que quelque chose comme un ordre puisse être apporté dans ce trou, cette défaillance constitutive de la castration primordiale, c'est ce que je crois que la circoncision incarne au sens propre du mot. Le circoncis et la circoncision a, de par toutes ces coordonnées, toute la configuration rituelle, voire mythique, les primordiales accès initiatiques qui sont ceux où elle s'opère, le rapport le plus évident avec la normativation de l'objet du désir. Le circoncis est consacré, moins encore à une loi qu'à un certain rapport à l'autre, au grand A. Et c'est pour cela qu'il s'agit du petit a. Reste que nous sommes au point où j'entends porter le feu du sunlight, à savoir au niveau où nous pouvons trouver dans la configuration de l'histoire quelque chose qui se supporte d'un grand A qui est un peu là, le Dieu de la tradition judéo-chrétienne, reste à voir ce que signifie la circoncision. Il est extrêmement étonnant que dans un milieu aussi judaïque que le milieu de la psychanalyse, des textes 100 000 fois parcourus depuis les pères de l'Église jusqu'aux pères de la Réforme, si je puis dire, c'est-à-dire jusqu'au XVIIIe siècle, encore, je veux dire, comme période féconde de la Réforme, que ces textes n'aient pas été réinterrogés. Sans doute, ce qui nous est dit au chapitre 17 de la Genèse, concernant le caractère fondamental de la loi de la circoncision, en tant qu'elle fait partie du pacte donné par Yahvé dans le buisson. La référence de cette loi au temps d'Abraham, c'est en ceci que consiste ce chapitre 17. C'est de faire dater d'Abraham l'institution de la circoncision. Sans doute, ce passage est une addition, semble-t-il, à la critique exégétique, est une addition sacerdotale, c'est-à-dire sensiblement, très sensiblement postérieure à la tradition du jéhoviste et de l'éloïste, c'est-à-dire aux deux textes primitifs dont se composent les livres de la loi. Nous avons pourtant, au chapitre 34, le fameux épisode qui ne manque pas d'humour, qui concerne, vous le savez, le rapt de Dina, sœur de Siméon et Lévi, fille de Jacob. Pour l'obtenir, car il s'agit pour l'homme de Sichem qui l'a enlevé de l'obtenir de ses frères, Siméon et Lévi exigent qu'il se circoncis. Nous ne pouvons donner notre sœur à un incirconcis, nous serions déshonorés. Nous avons évidemment ici la superposition de deux textes. On ne sait si c'est un seul homme ou tous les sichémites qui se font du même coup dans cette proposition d'alliance qui, bien sûr, ne pouvait se faire au titre seulement de deux familles, mais de deux races. Tous les sichémites se font circoncire. Résultat, ils sont invalides 3 jours, ce dont profitent les autres pour venir les égorger. C'est un de ces charmants épisodes qui nous pouvait entrer dans la comprenoire de M. Voltaire et qui lui ont fait dire tant de mal
de ce livre admirable quant à la révélation de ce qu'on appelle comme tel le signifiant. Ceci est tout de même fait pour nous faire penser que ce n'est pas seulement de Moïse que date la loi de la circoncision. Je ne fais ici que mettre en valeur les problèmes soulevés à ce propos. Assurément, tout de même, puisque de Moïse il s'agit et que Moïse, dans notre sphère, serait reconnu pour être égyptien, il ne serait pas tout à fait inutile de nous poser la question de ce qu'il en est quant au rapport de la circoncision judaïque avec la circoncision des Égyptiens. Ceci me fera excuser de prolonger encore, disons, de 5 à 7 minutes ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, pour ce que j'ai écrit au tableau ne vous soit pas perdu. Nous avons l'assurance, par un certain nombre d'auteurs de l'Antiquité, et nommément ce vieil Hérodote, qui radote sans doute quelque part, mais qui est souvent bien précieux, en tout cas qui ne laisse aucune espèce de doute, qu'à son époque, c'est-à-dire à très basse époque pour l'Égypte, les Égyptiens, dans l'ensemble, pratiquaient la circoncision. Il en fait même un état si prévalent qu'il articule que c'est aux Égyptiens que tous les Sémites de la Syrie et de la Palestine doivent s'éduquer. On a beaucoup épilogué là-dessus, et après tout, nous ne sommes point forcés de l'en croire. Ceci, il l'avance bizarrement à propos des Colchidiens, dont il prétendrait que ce serait une colonie égyptienne. Mais laissons. Il en fait grec comme il est, et après tout, à son époque, ne peut-il guère en voir autre chose qu'une mesure de propreté. Il nous signale que les Égyptiens préfèrent toujours le fait d'être propre, kataroï, à ceux d'avoir ce qu'on appelle une belle appât. En quoi Hérodote, grec comme il est, ne nous dissimule pas qu'il lui semble que c'est tout de même toujours un peu se circoncire, se défigurer. Nous avons heureusement des témoignages et des supports de la circoncision des Égyptiens plus directs. Nous avons 2 témoignages que j'appellerai iconographiques. Vous me direz que ce n'est pas beaucoup. Un est de l'Ancien Empire. Il est à Saqqara, dans la tombe du médecin Ankh-Mahor. On dit que c'est un médecin parce que les parois de la tombe sont couvertes de figures d'opération. Une de ces parois nous montre 2 figures de circoncision. L'autre est à droite de celle-ci. Je vous ai représenté celle qui est à gauche. Je ne sais pas comment j'ai réussi à rendre lisible, ni si j'ai réussi à rendre lisible mon dessin, qui a l'ambition de se limiter et d'accentuer peut-être un peu à l'occasion les lignes telles qu'elles se présentent. Voici le garçon qu'on circoncise, voici l'organe, un garçon qui est derrière lui tient les mains parce qu'il le faut, un personnage qui est un prêtre, sur la qualification duquel je ne m'étends pas aujourd'hui, est ici d'une main, de la main gauche, il tient l'organe de l'autre, cet objet oblong qui est un couteau de pierre. Ce couteau de pierre, nous le retrouvons dans un autre texte, resté jusqu'à présent complètement énigmatique, texte biblique, qui dit qu'après l'épisode du buisson ardent, alors que Moïse est avisé que plus personne en Égypte ne se souvient, plus exactement que tous ceux qui se souvenaient du meurtre qu'il a accompli d'un Égyptien ont disparu, il peut rentrer. Il rentre. Et sur la route, le texte biblique nous dit, sur la route où il s'arrête, on traduit anciennement dans une hôtellerie, mais laissons.
Yahvé l'attaque pour le tuer. C'est tout ce qui est dit. Séphora, sa femme, alors circoncis son fils, qui est un petit enfant, et touchant Moïse, qui n'est pas circoncis, avec le prépuce, le préserve mystérieusement par cette opération, par ce contact, de l'attaque de Yahvé, qui dès lors l'abandonne, le laisse, cesse son attaque. Il est dit que Séphora circoncis son fils avec un couteau de pierre. 40 et quelques années de plus, puisqu'il y a aussi tout l'épisode des ordalies imposées aux Égyptiens et des 10 plaies. Au moment d'entrer dans la terre de Canaan, Josué reçoit l'ordre, prend un couteau de pierre et circoncis tous ceux qui sont là, qui vont entrer dans la terre de Canaan, ce sont seulement ceux qui sont nés pendant les années du désert. Pendant les années du désert, ils n'ont pas été circoncis. Yahvé ajoute, maintenant j'aurais fait rouler de dessus vous, ce qu'on traduit par lever, suspendu, le mépris des Égyptiens. Je vous rappelle ces textes, non pas que j'ai l'intention de les utiliser tous, mais pour vous susciter au moins le désir, le besoin de vous y reporter. Pour l'instant, je m'arrête au couteau de pierre. Le couteau de pierre indique, en tout cas, à cette cérémonie, une origine très ancienne. Ce qui est confirmé par la découverte par Elliot Smith, près de Luxor, si mon souvenir est bon, probablement à Nagader, qui a tant d'autres raisons d'attirer notre intérêt concernant cette question même de la circoncision, de cadavres de la période préhistorique, c'est-à-dire non pas de cadavres qui soient momifiés selon les formes qui permettent de les dater dans l'histoire de l'Égypte, qui portent la trace de la circoncision. Le couteau de pierre, à lui seul, nous désignerait à cette cérémonie date un âge, une origine qui est au moins de l'époque qu'on définit comme l'époque néolithique. Au reste, pour qu'il n'y ait aucun doute, 3 lettres égyptiennes, ces 3-ci, qui sont respectivement un S, un B et un T, ces bêtes nous indiquent expressément qu'il s'agit de la circoncision. Le signe ici marqué est un apax. On ne le trouve que là. Il semblerait que ce soit une forme effacée, fruste, du déterminatif du passé que nous trouvons dans d'autres inscriptions que vous voyez beaucoup plus clairement inscrites. Un autre mode de désigner la circoncision est celui qui est dans cette ligne et qui se lit Pachet, F flavifère cornu, le H aspiré, qui est ici ce signe, qui est le placenta, et ici le T, qui est le même que vous voyez ici. Un déterminatif qui est le déterminatif lingue. Je vous prie d'en prendre note aujourd'hui parce que j'y reviendrai, qui ne se prononce pas. Ici, un autre F désigne il. Et ici, le tam, qui veut dire le prépuce, parfait. Tam veut dire être séparé de son prépuce. Ceci a également toute son importance, car circoncision n'a pas à être pris uniquement comme une opération, si je puis dire, totalitaire, un signe. Le être séparé de quelque chose est dès ce moment-là, dans une inscription égyptienne, à proprement parler, articulé. Je vous l'ai dit, je ne m'avance aussi loin que pour que je n'ai pas écrit ça aujourd'hui d'une façon inutile. Cette fonction du prépuce, qui en quelque sorte le prix
qui, dans ses inscriptions, est donné, si l'on peut dire, au poids du moindre mot, le maintien, si je puis dire, du prépuce comme l'objet de l'opération, tout autant que celui qui l'a subi, est une chose dont je vous prie de retenir ici l'accentuation, parce que nous le retrouverons dans le texte de Jérémie, aussi énigmatique, aussi jusqu'à présent ininterprété que tel auquel je viens de faire allusion devant vous, et nommément celui de la circoncision par Séphora de son fils. J'aurai donc l'occasion d'y revenir. Je pense avoir déjà suffisamment assez amorcé la fonction de la circoncision, j'entends non pas seulement dans ses coordonnées de fête, d'initiation, d'introduction à une consécration spéciale, mais dans sa structure même de référence, pour nous essentiellement intéressante à la castration quant à ses rapports avec la structuration de l'objet du désir, je pense avoir suffisamment amorcé les choses dans ce sens pour pouvoir les reprendre efficacement plus avant avec vous au jour où je vous ai donné notre prochain rendez-vous.